Il y a 70 ans, la Déclaration universelle des droits de l'homme, aujourd'hui la journée internationale, l'insatisfaction des droits de l'hommistes sénégalais. Toutefois, ils reconnaissent au pouvoir public quelques efforts, comme la réforme du code pénal et la mise en œuvre de certaines recommandations pour améliorer la situation des droits de l'homme au Sénégal. Un dossier de Bouri Diakhaté. Par rapport à la situation des droits humains au Sénégal, je pense qu'il y a des avancées assez significatives. C'est la réponse de Maître Pape Sène à la question de savoir si les droits humains sont respectés au Sénégal. Le président du Comité sénégalais des droits de l'homme exprime toute sa satisfaction en faisant référence au dernier passage du Sénégal devant le groupe de travail des Nations Unies. Je pense que tout le monde a suivi la présentation du rapport national du Sénégal qui a été validé par le groupe de travail, et l'ensemble des pays qui ont eu à intervenir ont décerné un satisfecit au Sénégal pour plusieurs raisons. Toutefois, il y a des efforts à faire sur la préservation des libertés individuelles, selon Alassane Seck, secrétaire exécutif de la Ligue sénégalaise des droits de l'homme. Il y a encore quelque chose à faire, notamment sur les libertés individuelles, sur la gouvernance, la bonne gouvernance, sur le cas des détenus, les longues détentions préventives qui est actuellement à l'ordre du jour, les enfants talibés, qui est un mal chronique endémique au Sénégal. Ça, c'est des choses qui sont encore trop visibles, qui sont patentes, qui sont réelles dans ce pays-là, le Sénégal. En ce qui concerne la situation des détenus, le Comité sénégalais des droits de l'homme dit avoir beaucoup participé aux réformes qui pourraient améliorer leurs conditions de vie. Le Comité sénégalais des droits de l'homme a participé activement à la réforme du code pénal et du code de procédure pénale, surtout pour toutes ces dispositions qui concourent à désengorger nos prisons. Aujourd'hui, vous allez dans notre code pénal. Il y a une disposition qui donne la possibilité aux juges de substituer la peine d'emprisonnement à des travaux d'intérêt général. Je pense que cela participe à désengorger les prisons. Mais Alassane Seck estime qu'il y a encore des manquements et que le Sénégal est à mi-chemin dans le respect des droits de l'homme. Il y a encore des manquements. Nous sommes presque champions dans la signature de toutes les conventions qui sont proposées par les accords bilatéraux, les accords qui sont proposés par les Nations Unies. Mais pour autant, nous pensons que nous devons encore faire un effort sur beaucoup de plans, notamment sur le droit des enfants, le droit des femmes. Donc tout ça fait dire que nous sommes encore à mi-chemin dans la gouvernance, dans la bonne gouvernance et dans le respect des droits humains. Pendant que le 70e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme est célébré partout dans le monde ce 10 décembre, le respect des droits humains est toujours matière à controverse au Sénégal. L'autre aspect qui suscite encore des polémiques est si le Comité sénégalais des droits de l'homme doit continuer à être dirigé par un militant actif du parti présidentiel. Élection présidentielle 2019, début des dépôts des dossiers de candidature au greffe du Conseil constitutionnel. C'est ce soir à partir de 0h. Et puis nous parlons de la réintégration de Karim Wade dans les listes électorales. Les avocats du candidat du PDS à la prochaine présidentielle saisissent la Cour de justice de la CEDEAO. Le magistrat en détachement Moustapha Diouf donne son avis sur la question. Ce spécialiste du droit communautaire estime que la requête de l'ancien ministre d'État est recevable. Il est joint par Antoine Diouf. On ne peut pas préjuger de la décision que tu vas prendre, mais tout ce qu'on sait, c'est qu'une personne citoyenne de la communauté CEDEAO a le droit de saisir la Cour de la justice, mais pour violation de ses droits de l'homme. Maintenant, s'agissant de la demande d'une inscription dans les listes électorales, peut-être qu'il pourrait passer par la procédure de la violation des droits de l'homme. S'ils estiment qu'il s'agit de violation des droits de l'homme du sieur que vous avez cité. En se saisissant d'une telle demande, la Cour, naturellement, saisie d'une question de droits de l'homme, va se déclarer compétente. Maintenant, allant au fond, ce qu'elle peut faire, c'est considérer qu'il s'agit de violation des droits de l'homme ou bien ne pas considérer qu'il s'agit de violation des droits de l'homme. Dans l'hypothèse où la Cour considérerait qu'il s'agit de violation des droits de l'homme, naturellement, il peut en tirer les conséquences juridiques et faire injonction à la République du Sénégal d'avoir. Étant magistrat, c'est vrai que c'est une consultation intellectuelle, mais étant magistrat, je ne peux pas parler d'espérance ou d'espoir. Ce serait peut-être un jugement de valeur. Ce que je peux faire, c'est m'en limiter à l'expertise juridique. Sous ce chapitre, Karim Wade saisira aujourd'hui par voie d'huissier les services du ministère de l'Intérieur. Le candidat du PDS demande à disposer au moins du duplicata de sa carte d'identité biométrique dite carte CEDEAO, une pièce qu'il doit joindre à son dossier de candidature à l'élection présidentielle du 24 février 2019.
L'Assemblée nationale sénégalaise croyait avoir soulevé un gros lièvre. Des écoles privées fictives auraient été subventionnées par l'État dans la banlieue de Dakar. Il n'en est rien. Selon le directeur de la communication et de la formation du ministère de l'Éducation nationale, Mohamedou Moustapha Diagne explique le processus par lequel les établissements privés sont subventionnés. Pour bénéficier d'une subvention de l'État, pour une école privée puisse bénéficier de ces subventions-là, il faut que l'école privée soit reconnue. Il n'y a aucune école fictive qui bénéficie de subventions de l'État. Donc là, vraiment, le ministère de l'Éducation nationale est catégorique, puisque lorsque vous le déclarez responsable ouvre son école, il y a des enquêtes qui sont menées par les services déconcentrés, notamment les inspections de l'éducation et de la formation et les inspections d'académie. Alors, si l'école remplit les normes, l'école est autorisée à ouvrir. Mais le processus n'est pas terminé, puisqu'il faut d'autres enquêtes pour que l'école soit reconnue. Donc, c'est une fois que l'école bénéficie d'une reconnaissance que l'école maintenant peut prétendre à une subvention. On ne peut pas décaisser l'argent de l'État sur la base de choses fictives. Il faut nécessairement un dossier complet pour que l'État puisse subventionner une école privée. Lutte contre le djihadisme dans notre pays. L'ambassade des États-Unis à Dakar s'implique. Un séminaire de 2 jours pour associer les femmes et les jeunes à la prévention du recrutement par les réseaux extrémistes. Nous écoutons à ce propos Nadia Ahmed, attachée culturelle à l'ambassade des États-Unis. L'ambassade des États-Unis au Sénégal est fière de soutenir ces projets avec Partners West Africa. Ces projets pour impliquer les jeunes, les femmes et les autorités locales pour avoir une discussion très profonde concernant le recrutement du réseau extrémisme et comment de lutter contre ces menaces. Ça, c'est une polémique très difficile et ça, c'est la raison pour laquelle l'ambassade américaine, PWA, Partners for West Africa et tous les participants ici, y compris les autorités locales, sont impliqués dans ces programmes, dans ces projets, parce que ça, c'est un processus de trouver des solutions. Et ces projets entre Partners for West Africa et l'ambassade des États-Unis, ça, c'est un projet au long terme de plusieurs mois pour développer des solutions et d'avoir des discussions. Mais maintenant, le projet vient de commencer. Donc, nous attendons les perspectives des jeunes, des femmes dans la communauté ici, dans le banlieue à Dakar et aussi dans la région aussi. Le Sénégal est un pays de paix, mais les menaces de terrorisme, les menaces de violence, extrémisme, c'est réel au Sénégal et dans tout le pays. Et ça, c'est une priorité du gouvernement américain de travailler avec le gouvernement du Sénégal et des acteurs locaux au Sénégal et aussi la société civile pour lutter contre cette menace. Nadia Ahmed, attachée culturelle à l'ambassade des États-Unis à Dakar, propos recueillis par Boudal Ndiaye. La foire internationale de Dakar, bilan à mi-parcours, le chiffre d'affaires n'est pas encore totalement au rendez-vous. Une exception à la règle cependant, il y a des exposants qui ne se plaignent pas trop du chiffre réalisé. C'est un reportage d'Aliou Kane. Une ambiance timide, une faible affluence de la clientèle, c'est le constat le plus frappant à la foire internationale de Dakar. De plus, 2 semaines après l'ouverture de ce rendez-vous commercial, certains stands sont toujours inoccupés. Un décor lourd de conséquences puisque beaucoup d'exposants interrogés ont affiché leur inquiétude au regard des acheteurs qui se comptent au compte-gouttes. Rezlan est marocaine, elle expose des tissus et se lamente. Oui, ça marche pas, mais on va dire alhamdoulilah. Ah bon, peut-être il n'y a pas de l'argent. Bon, si, les gens viennent, mais c'est pas comme toutes les foires là. Pour Seynabou, exposante de matériel électroménager, l'explication est à trouver dans le fait que les clients tapent toujours le pouls du prix des produits. La clientèle, ils viennent un petit peu. La première semaine, c'était pas trop que les gens venaient juste pour savoir les prix. Est-ce que c'est abordable pour qu'ils l'achètent et tout? La plupart des exposants disent ne toujours pas écouler leurs produits, mais rares d'entre eux, comme Mustapha, gérant de parfumerie, s'en sortent. Bon, tu sais bien qu'ici, chacun a son choix. Comme par exemple, tout le monde ne sont pas les... Comme par exemple, on peut dire que nous tous, nous ne pourrons pas gagner en même temps nos vœux, quoi. Chaque personne est ce qui t'amène ici. En tout cas, ce que je peux dire en est que nos parfums marchent bien. Même réaction
chez cet exposant de téléphone, Abdou Fall. Près de 2 semaines après l'ouverture officielle de la FIDAK, les exposants déplorent la rareté des clients. Tout en continuant à décrier la cherté des stands, ces commerçants espèrent se rattraper avant la fin de la foire. L'actualité internationale sur e-Radio. L'Union européenne prolonge ses sanctions contre Emmanuel Ramazani Shadary, candidat à la présidentielle. C'est en RDC, Bokar Al-Fakan. Oui, bonjour Mamoudou, bonjour à tous. L'Union européenne a annoncé ce matin la prolongation pour 1 an, donc jusqu'au 12 décembre 2019, de ces sanctions visant 14 responsables du régime du président congolais Joseph Kabila, accusés de violation des droits de l'homme, dont son dauphin pour la présidentielle Emmanuel Ramazani Shadary. Il a été désigné cette année, comme vous le savez, pour représenter le camp Kabila à l'élection présidentielle prévue le 23 décembre prochain. Que lui reproche-t-on précisément? Alors, Emmanuel Ramazani Shadary a été ministre de l'Intérieur entre décembre 2016 et février 2018. À ce titre, l'Union européenne le considère comme un des responsables de l'arrestation d'opposants et de la violente répression de manifestations survenues en janvier-février 2017 à Kinshasa. Il est aussi question d'un usage disproportionné de la force pour réprimer le mouvement religieux Bundu Dia Congo et d'autres manifestations au Kasaï dans le centre du pays. En mai 2017, le nom de Ramazani Shadary comptait parmi ceux de 9 responsables de l'appareil sécuritaire congolais, ajouté à une liste de 7 personnalités déjà sanctionnées à la suite de violences survenues en septembre 2016. Parlons des sanctions justement. En quoi consistent-elles? Alors, ces sanctions consistent en un gel d'éventuels avoirs et une interdiction de visa pour l'Union européenne. Elles sont prolongées jusqu'au 12 décembre 2019 et parmi les 14 hauts responsables visés figure aussi le ministre de la Communication Lambert Mende ou le chef de l'Agence nationale de renseignement, Kalev Mutondo. En octobre dernier, M. Ramazani Shadary avait protesté par la voix de ses avocats belges contre ces sanctions jugées injustes et avait demandé leur levée. En RDC, à 2 semaines des élections générales, la violence s'invite dans la campagne. Oui, des affrontements ont opposé à Kindu, dans l'est du pays, des partisans du candidat d'opposition Martin Fayulu, donc leader de la coalition Lamuka, et des personnes se réclamant du Front commun pour le Congo, FCC, la coalition autour du candidat Emmanuel Ramazani Shadary. Martin Fayulu n'a pas pu quitter l'aérodrome de Kindu pour aller retrouver ses partisans pour un meeting dans la ville. Écoutons-le en interview dans l'avion qui le ramenait à Kisangani hier. Sur notre programme, Kindu c'est le Congo. Kindu, ça n'appartient pas à M. Kabila ou à M. Shadary, mais ils ont dit qu'on n'était rien. Mais pourquoi chez eux? Mais c'est Kindu, c'est chez eux. Ils n'ont qu'à dire aux gens de ne pas aller accueillir Martin Fayulu et sa délégation. Il y a nos gars qui sont là actuellement à l'hôpital. On les a copieusement tabassés par la garde de M. Et ça, nous dénonçons cette façon de faire les choses. Voilà la violence. Et là, nous prenons à témoin le peuple congolais et la communauté internationale. Comment maintenant pensez-vous qu'on va avoir des élections crédibles, transparentes et apaisées? Comment pensez-vous que M. Kabila va accepter d'annoncer qu'on annonce Fayulu vainqueur? Et là, nous sommes à l'étape de la campagne et on voit ce que nous voyons aujourd'hui à Kindu. Comment le faire? Pour terminer donc avec la République démocratique du Congo, je rappelle que dans le Kasaï, 6 partisans de Ramazani Shadary ont été blessés dans des affrontements avec l'UDPS, l'autre branche de l'opposition conduite par Félix Tshisekedi. Les 2 finalistes de l'élection présidentielle malgache, Marc Ravalomanan et Ange Rajoel, se sont livrés dimanche soir à un premier débat télévisé en vue du second tour. Avant d'entrer dans les détails, peut-on rappeler un peu le contexte de cette élection? Oui, bien sûr. Marc Ravalomanan a été élu en 2002 président de la République malgache avant d'être déposé en 2009 par Ange Rajoel, alors maire de la capitale et avec le soutien de l'armée. C'était le début d'une longue crise institutionnelle. Pour tourner la page de cette instabilité, un accord a été signé entre les protagonistes. La principale mesure de cet accord excluait Marc Ravalomanan et Ange Rajoel de la présidentielle de 2013. Voilà comment Eri Narimampianina est devenu président en 2013. Candidat à sa propre succession lors du premier tour le 7 novembre dernier, le président sortant sera absent du second tour, remporté par Ange Rajoel qui a 44 ans, avec 39,23%, devançant de peu Marc Ravalomanan âgé de 69 ans, crédité de 35,35%. Voilà pourquoi Marc Ravalomanan en veut aujourd'hui encore à Ange Rajoel. Et Bokar, cela s'est fait sentir lors du débat. Ah oui, et comment? Les 2 hommes ne se sont pas fait de cadeau. Marc Ravalomanan a clairement reproché à Ange Rajoel de lui avoir chippé le pouvoir dans une manœuvre qui n'est rien d'autre qu'un coup d'État.
Il dit « Vous étiez le leader du mouvement de 2009 qui a commis un coup d'État. À cause de cela, le peuple malgache a été piégé dans le cercle de la pauvreté », lance Ravalomanane dès le début du débat. « Tu vis trop dans le passé », lui rétorque Ange Radjoel. « Ce qu'on attend de nous, c'est ce qu'on peut apporter au peuple aujourd'hui. » Puis s'ensuit un long échange où les deux hommes se sont mutuellement accusés des maux dont souffre Madagascar, à savoir, selon leurs propres termes, la pauvreté, la corruption ou encore l'insécurité. Et concrètement, qu'est-ce qu'il propose pour sortir le pays de ces difficultés? Alors, Marc Ravalomanane n'y va pas par quatre chemins. Il se donne 100 jours pour éradiquer l'insécurité. Ce à quoi Ange Radjoel a renchéri. Mes promesses sont mesurables. On peut atteindre l'autosuffisance alimentaire en 5 ans, qui ajoute aussi qu'on a besoin d'un président qui prend soin des faibles. Il faut un président patriote. Pour sa part, Marc Ravalomanane a conclu ce débat de 2h30 par une phrase lapidaire. Selon lui, cette élection est un tournant qui voit concourir un bâtisseur, donc lui, et un destructeur, Ange Radjoel. Les deux hommes doivent s'affronter le 16 décembre dans un deuxième débat télévisé, 3 jours avant le second tour. Un deuxième débat qui promet. Qui promet. Merci Bokar Alpha Khan qui nous présentait l'actualité internationale. Le journal des sports de e-radio. Bonjour Seydina Abagui. Bonjour Mahmoudou. Cannes 2019, le 9 janvier, date à retenir. Le pays hôte de la Coupe d'Afrique des Nations sera désigné par le comité exécutif de la CAF. C'est ce qu'a annoncé le président de la CAF, Ahmad Ahmad, avant d'ajouter que l'appel à candidature sera clos le 14 décembre. Ahmad affirme par ailleurs que tout sera finalisé le 25 décembre avec l'évaluation des candidats et leur notation claire. Ce sera ensuite au comité exécutif de la CAF de prendre une décision finale. Ce sera le 9 janvier à Dakar. Juste rappeler Mamoudou que l'organisation de la CAN 2019 a été retirée au Cameroun en raison de nombreux retards et d'une situation sécuritaire fragile dans plusieurs régions du pays. Coupe d'Afrique de handball, les Lions à 60 minutes d'une qualification historique au mondial. Aujourd'hui, en demi-finale, le Sénégal affronte la République démocratique du Congo à 16h. Une victoire permettra aux Lions de disputer une finale continentale, synonyme de qualification directe au mondial de handball. Intraitables depuis le début de la CAN avec 5 victoires en autant de matchs, les Lions ont des atouts pour décrocher la victoire d'après Sambou Biagui. Le journaliste sportif présent à Brazzaville depuis le début de la compétition est au téléphone avec Sekou Seydi. C'est un match véritablement qui attend les Lions parce que tout simplement la RDC a un groupe homogène de joueuses évoluant dans le championnat français, tout comme d'ailleurs le Sénégal. Mais nous sommes confiants quand même, puisque aujourd'hui l'équipe nationale du Sénégal, depuis le début du championnat, n'a pas voulu, c'est la stratégie en tout cas de l'entraîneur, n'a pas voulu se dévoiler parce que ce qu'il cherchait c'est la première place. C'est vrai, l'équipe a beaucoup joué contre le Cameroun et la Tunisie, mais après c'était le repos total en faisant tourner l'effectif. Aujourd'hui, grâce à cette fraîcheur, l'élément fondamental de Frédéric Boujan face à la RDC. La RDC qui est sortie d'un match très difficile face à la Tunisie hier, 37-30. Donc c'est sûr et certain qu'ils vont laisser des plumes lors de ce match-là. Maintenant, il s'agit d'un match à élimination directe. Le Sénégal est conscient de cela, les joueuses aussi. Mais aujourd'hui, l'objectif reste quand même la qualification au championnat du monde. Retour au football, le Jaraaf de Dakar retourne aux affaires locales après son premier tour préliminaire victorieux en Ligue africaine des champions. Sans le moindre succès en championnat après 4 matchs, le club de la Médina veut profiter de sa forme du moment pour enfin se lancer. Après avoir qualifié le Jaraaf au prochain tour de la Ligue africaine des champions, l'entraîneur Malik Daf veut décanter la situation au niveau local. Les détails avec Mamoudou Diagne. Après sa sortie victorieuse devant le Djoliba du Mali en compétition africaine, le Jaraaf de Dakar veut rester dans cette dynamique de victoire pour mieux continuer le championnat national. Malik Daf, coach du Jaraaf. Je pense que c'est bien, après la qualification, de continuer sur cette même dynamique. Et je pense que cette qualification va faire beaucoup de bien à cette équipe. Et je pense qu'Inch'Allah, l'équipe sera au bon point. Comme tu as dit bien analysé, je pense qu'on s'attendait à jouer une saison très difficile, parce que connaissant le champion sortant, la deuxième année c'est toujours difficile, donc la qualification est bienvenue. Je pense que cette qualification va donner beaucoup de bien, beaucoup de confiance à cette équipe. Au moment où le club de la Médina peine dans le championnat local, Malik Daf rassure. C'est vrai que l'équipe tarde encore à se décoller, mais je pense que ce n'est pas la fin du monde. Toutes les équipes qui jouent contre le champion, c'est des finales, et en sachant que le Jaraaf reste l'équipe la plus titrée au Sénégal, parce que les équipes qui sont devant aussi ne caracolent pas tellement à tête, parce que il y a beaucoup de matchs dans ce championnat. Je pense que c'est vrai que ce ne sera pas un championnat facile pour le champion sortant,
Mais je pense qu'on est conscient, on est en train de travailler sur ça. On est conscient que le championnat sera âprement difficile. Et Inch'Allah, vous le verrez à la fin du championnat, on sera parmi les prétendants. Il n'y aura aucun problème de ça. 3 points en 4 sorties. Le champion du Sénégal en titre compte surfer sur la dynamique de sa victoire en Ligue des champions africaine pour mettre fin à ses contre-performances en championnat local. Nous terminons avec la saison de lutte. Les infrastructures ne seront pas un problème pour les promoteurs. Le directeur de ces infrastructures-là s'est voulu rassurant suite à la sortie de l'association des promoteurs de lutte. Ces derniers réclamaient entre autres des mesures d'accompagnement pour démarrer la saison, mais aussi plus de sécurité autour de l'arène nationale. Des plaintes prises en compte par la direction nationale des infrastructures qui s'est dit prête à discuter avec les promoteurs. Plus de détails dans cet élément de Sékou Seydi. La Direction nationale des infrastructures sportives est là pour accompagner les promoteurs. C'est la déclaration du directeur national des infrastructures sportives. Cheikh Sarr a fait savoir qu'il est disponible pour discuter du démarrage de la saison à l'arène nationale. La Direction des infrastructures sportives a reçu en tout cas des instructions de la part du ministère des Sports, de Matarba, pour qu'en cas d'utilisation de l'arène par les promoteurs en attendant l'administration, la Direction des infrastructures est là pour discuter avec eux et voir les modalités en rapport avec le comité national de L'arène nationale a été construite pour accompagner le développement de la lutte. Cheikh Sarr. L'État est là pour accompagner tous les utilisateurs, tous les sportifs de cette infrastructure. Parce que l'arène a été construite pour accompagner le développement de la lutte et les autres disciplines sportives qui vont s'y pratiquer. Donc, il n'y a pas de crainte ni de problème. Aujourd'hui, des dispositions sont en train d'être prises pour que le promoteur qui voudrait y organiser, en tout cas, puisse accéder à cette infrastructure. Pour l'aspect sécuritaire, le gouvernement va prendre toutes les dispositions. L'État, dans son rôle, en tout cas régalien, doit assurer la sécurité permanente des infrastructures. Ça, même s'il n'y a pas de combat. Et je pense que l'autorité, le ministère des Sports, a suivi son homologue du ministère de l'Intérieur et ils sont en train d'étudier la possibilité d'avoir un poste de police au niveau de l'arène pour pouvoir gérer la sécurité permanente. D'après le directeur national des infrastructures sportives, les promoteurs ont aussi un rôle important à jouer pour assurer la sécurité des amateurs. Mamoudou, nous nous arrêtons là pour l'actualité sportive de ce midi. Plus d'informations comme d'habitude à suivre et à trouver sur emedia.sn. Merci Seydina Abagui. E-Radio, les infos d'ici et d'ailleurs. De 19, le journal de la présidentielle, Migui Maram Ndiaye. Je pense que personne n'a été éliminé volontairement. La preuve, il y a plus de 100 et quelques candidats déclarés qui ont retiré leur dossier. du lu ñuy lam-lame candidature boobu dina am inshallah parce que candidature du Khalifa Sall lépp mët na. Je sais que ma famille a été choquée. Je sais que mes amis ont été choqués. Nous constatons ici tous ensemble que sur ces deux plans, le président de la République a échoué. On n'en attendait pas plus, évidemment, d'un gouvernement dirigé par un lion qui dort et un Premier ministre qui passe tout son temps à danser le marasme. Je vous remercie. Pour moi, ñi goré ñu ngi goré ba tay amna ñoo xamné sen carte 10 000 yobbu ko 20 000 yobbu. Sama gaay 2012 ba légui élection bu ñu dem ñu gagné len. Donc faaw ñu xaxar. Nous ne sommes pas le peuple, nous sommes une partie de ce peuple. Ce peuple est dehors, ce peuple manifeste, ce peuple est en colère. Vous ne les avez pas entendus, c'est votre droit. Vous les retrouverez ce soir dans vos foyers. Vous savez, au lendemain de ma défaite, j'ai néanmoins proposé au président Macky Sall de l'aider. Mais je me suis vite aperçu qu'au lieu de se placer dans cette direction, il avait choisi de me combattre. C'est l'échec de cette année de gouvernance qui justifie tout ce que nous sommes en train de vivre actuellement. Nomination rakku président de la République jël xaalis bu toll noonu teg ko ci ay loxoom te Sénégal nekk dëkk bu nga xam ne nii Sénégalais yëpp ñoo ko moom loolu dafa tey xel. Asseyez-vous, 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 asseyez-vous. Merci à tous les auditeurs d'e-Radio, où que vous soyez. Ici et ailleurs, bienvenue dans 2-19. Le journal de la présidentielle. Devant ce micro, Migui Maram Ndiaye, démarrons ce 6e numéro de 2-19 avec les actualités concernant les candidats à la candidature. Le point avec Amogor Robert Niang.
Merci Migui, nous démarrons ce round-up avec le Parti de l'Unité et du Rassemblement, le PUR, qui a tenu son congrès d'investiture ce samedi pour officialiser la candidature du professeur Issa Sall, un événement qui a refusé du monde. Le président du parti Serigne Moustapha Sy était absent, mais il a renouvelé toute sa confiance et sa satisfaction à l'endroit du professeur Issa Sall. Autre investiture, celle de Maître Aïssata Tall Sall. La mairesse de Podor et ses militants s'étaient donné rendez-vous au Théâtre national Daniel Sorano. Au même moment, Mamadou Diop Decroix officialisait sa candidature. Le candidat d'André Diouf PADS a été investi ce samedi à la place du Souvenir avec la présence de plusieurs personnalités politiques. Parmi elles, Oumar Sarr, le secrétaire général adjoint du PDS. Pendant ce temps, le candidat du parti PASTEF, Ousmane Sonko, était à Thiès. Le député ancien inspecteur des impôts et domaines a tenu un meeting ce dimanche à Thiès après sa tournée en Europe et en Amérique. Retenez aussi que le candidat à la candidature, Pierre Goudiaby Atepa, a été investi ce dimanche au King Fahd Palace. Terminons avec Thierno Bocoum qui a déposé sa déclaration de candidature. Ce samedi, il a été investi à la tête d'une coalition indépendante dénommée Alliance générationnelle pour les intérêts de la République Agir. Pape Diop a aussi notifié le nom de sa coalition au Conseil constitutionnel. Il part sous la bannière de Pape Diop, président 2019. C'est tout pour ce round-up de l'actualité de l'élection présidentielle 2019. Direction la banlieue dakaroise. Sur place, le balai des candidats à la candidature se poursuit. C'est pour présenter leur programme. Mais pour les habitants, toutes les promesses ne seront pas respectées. Plus de détails avec Boudal Ndiacho. À moins de 3 mois des élections présidentielles, les candidats sont presque tous les week-ends dans la banlieue pour présenter leur programme. Pour Yaron Ndiaye, la banlieue constitue un bastion électoral. Ils savent que la banlieue, il y a une densité forte de la population qui se trouve dans la banlieue. Donc qui gagne la banlieue, gagne Dakar, gagne Sénégal. Modou abonde dans le même sens. Ces politiciens cherchent toujours à nous distraire. Ils veulent quelque chose, c'est juste leur intérêt. Sans ça, ils ne seraient pas là. Yaron Ndiaye, ces candidats n'ont aucun programme fiable à présenter aux habitants de la banlieue. Ils viennent seulement nous envahir et nous corrompre, c'est tout. À l'approche des élections présidentielles, la banlieue est devenue la ruée des candidats aux prochaines élections. Ces candidats arrivent et repartent avec un tas de promesses, pour la plupart. Place maintenant au dossier de ce lundi. Awo Diop s'est intéressé à la grogne sociale en période préélectorale. Est-elle seulement un moyen de pression? La réponse dans ce dossier. À moins de 100 jours de la présidentielle de février 2019, ça grogne de partout. Les secteurs de la santé, de l'éducation et la justice, partout les travailleurs réclament soit de meilleures conditions de travail, soit le respect des accords signés. La période est propice pour se faire entendre. Martin Dabo est le secrétaire général du syndicat des cadres. C'est bel et bien un moment propice parce que c'est un moment de business social et politique, parce que les politiques aussi pour ces élections. Les élections sont un moment propice pour eux, pour se maintenir au pouvoir ou bien pour reconquérir le pouvoir. La situation n'est ni anodine ni une première dans l'histoire politique du Sénégal, selon Serigne Saliou Samb, docteur en sciences politiques. La période électorale a toujours été considérée comme un printemps pour les revendications syndicales. Et cela ne date pas d'aujourd'hui, parce que depuis l'époque de l'école Sédar Senghor de Abdou Diouf, il y a beaucoup de syndicats qui ont été affiliés à des partis politiques. Donc ces syndicats, que ce soit de la santé, de l'éducation, de la justice ou d'ailleurs, considèrent que la période électorale est favorable. Pourquoi? Parce que souvent le parti au pouvoir, le candidat sortant, est prêt à négocier. La période n'est pas seulement propice aux négociations, mais aussi au chantage, nous dit l'observateur politique. En temps électoral, les syndicats mettent la pression, pour ne pas dire font le chantage sur les pouvoirs. Et les pouvoirs signent des accords et une fois installés, ne peuvent pas les satisfaire. Les syndicats savent que les présidents sortants sont en campagne électorale, sont en quête de bois et ils pensent qu'en mettant la pression, ils vont faire céder ces pouvoirs qui vont accepter toutes les promesses, ils vont promettre moins généreux pourvu qu'il ait des suffrages pour passer. L'approche d'élections présidentielles a depuis toujours favorisé la grogne sociale. Si pour les syndicalistes, c'est une période favorable pour forcer l'État à appliquer les accords signés, selon Serigne Saliou Samb, docteur en sciences politiques, la quête de suffrage favorable amène toujours le président sortant ou les candidats à la présidentielle à signer des accords avec les associations syndicales qu'ils peinent toujours à respecter une fois élus. 2-19, c'est fini. Merci de nous rester fidèles. Merci au duo Maxime Sen et Serigne Saliou Dème qui assurent la technique. À Antoine Diouf également pour la réalisation. Devant ce micro, Migui Maram Ndiaye. Retrouvez tous les numéros de 2-19 sur votre site www.emedia.sn. À demain pour un nouveau numéro. GD16 vous offre la revue de presse. Revue de presse, Mohamed Kandji.
présidentielle 2019, les candidats à la candidature sur le terrain, après une semaine de controverses, le Parti de l'Unité et du Rassemblement PUR a esquissé samedi son programme dénommé Pur Sang. Pendant ce temps, la lionne de Podor, Aïssata Tall Sall, se lance avec la Société du Progrès. Mamadou Diop Decroix prône, lui, un scrutin transparent au moment où Pierre Goudiaby Atepa dévoile son projet de société, ce qui pousse Enquête à afficher à sa une week-end d'investiture. Les investitures étaient nombreuses, tout comme les critiques sur le mode de gouvernance du régime de Macky Sall. Tirs groupés contre le président de la République, Source A voit des Kalachnikov en rafale. Ousmane Sonko déclare à Thiès que Macky Sall s'est complètement trompé de priorité. Selon lui, tous les jours on donne des chiffres en termes de taux de croissance, mais le peuple peut témoigner l'échec du président, rapporte l'exclusif qui titre à sa une week-end politique à opposition sans pitié, Macky Sall sauvagement mitraillé. Dans les colonnes du journal, Aïssata Tall Sall n'ose pas rêver mais doute de l'émergence de Macky. La lionne de Podor déclare dans le journal La Tribune que Macky Sall et son régime ne savent même pas la définition du concept de l'émergence, qui n'est d'autre que l'accumulation des richesses venant des autres pays. Maître Aïssata Tall Sall, toute griffe d'or. Un autre qui sort ses griffes, c'est Karim Wade. Alors que les candidats à la candidature de la présidentielle de 2019 déposent leur dossier devant le Conseil constitutionnel, Wade fils réclame sa pièce d'identité à Ali Ngouille Ndiaye, renseigne Rewmi Quotidien dans sa parution du jour. Le journal informe, après que le Comité des droits de l'homme des Nations Unies a émis un avis défavorable au Sénégal dans l'affaire Karim Wade, dont il juge que les droits n'ont pas été respectés, le fils de l'ancien président Abdoulaye Wade traîne le Sénégal devant la CEDEAO. D'ailleurs, il va saisir l'autorité ce lundi par voie d'huissier, renchérit La Tribune. En attendant l'épilogue de cette affaire, Sud Quotidien se penche déjà sur la vérification des parrainages. Selon le journal, les 7 sages accèdent à la requête de l'opposition, ce qui explique sa une du jour. Les 7 sages repêchent l'opposition. Le biétiste de La Tribune, lui, avertit les membres du Conseil constitutionnel sur la cadence présidentielle. Devant l'histoire, les membres du Conseil constitutionnel ont le devoir impérieux de ne pas céder aux pressions du pouvoir politique, dont l'une des icônes, le Premier ministre, affirmait il y a quelques jours que le nombre de candidats à la présidentielle de 2019 ne dépassera pas 5, rappelle mon confrère. Peut-être il devra faire comme le président en installant des caméras de surveillance dans tous les coins et recoins de Dakar après les 65 engins blindés anti-émeute, ce qui pousse Source A à poser cette question: qui est-ce qui hante Macky? Certainement pas la non-transparence du budget ou la vétusté du bâtiment de l'Assemblée nationale ou même le mal-vivre du personnel, ce qui explique les querelles de Bonnefontaine à l'Assemblée, pour reprendre la une du quotidien Les Échos. Dans sa parution du jour, le point de ce qui s'est passé à l'hémicycle. Pendant 15 minutes, les députés tapaient sur la table et s'insultaient. Moustapha Niasse aux députés: vous êtes des lâches, des animaux en divagation. Aïmirou Ning à Cheikh Mbacké Dolly: Serigne Bi, je sais que tu sais lire, mais il faut comprendre ce que tu lis. Et pour finir, Aïda Sow Diawara ne comprend rien à rien des gilets jaunes et dit des énormités. Il ne dit pas des énormités, mais clame son leadership dans ce stade. Alfred Ndiaye, milieu de terrain du Sénégal, se veut clair. Il est un ancien combattant, mais pas vieux. Son objectif, gagner la CAN 2019. Pendant ce temps, les Lions du Sénégal sont à 60 minutes du mondial de handball. Elles vont affronter la République démocratique du Congo. Dans Sunu Lamb, le premier tigre de face, Mbaye Gueye, prévient Balla Gaye 2. Modulo est mystérieux. Toutefois, Mbaye Gueye n'a pas manqué de souligner que le fils de Double Less est très en forme. Les deux lutteurs feront un face-to-face le 15 décembre prochain. Lac de Guiers 2 et Boy Niang 2 feront également le premier face-to-face à Kaolack. Le journal voit un Kaolack en feu. Bonne lecture. GD16 vous a offert la revue de presse. C'est la fin de ce midi, le rappel de quelques titres. Présidentielle 2019, dépôt des dossiers de candidature à 0h ce soir au greffe du Conseil constitutionnel. Karim Wade envoie ce lundi un huissier au ministère de l'Intérieur. Le candidat du PDS veut disposer de sa pièce d'identité nécessaire au dépôt de son dossier. Les djambars de la première guerre du Golfe et leurs proches dans la rue cet après-midi. Ils courent toujours derrière leur indemnité, 100 millions par tête. Ils n'excluent pas de saisir les Nations Unies.
Et puis, lutte contre l'endoctrinement djihadiste au Sénégal. L'ambassade des États-Unis à Dakar s'implique. Les jeunes et femmes sensibilisés sur les risques de recrutement par les réseaux extrémistes. Le midi présenté par Mahmoud Ibrakan, Aliou Diassé à la technique, Salimto juste après le journal de la foire. Et puis ce sera le tour de Sile Mouniel et Tonton Ada. 13h, Khibari avec Khalifa Diakhaté, Manam Benna Wartubi. Merci de nous avoir suivis. Bon appétit, excellent après-midi.